Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien président du MEDEF. D'abord, c'est l'heure de notre séquence vrai ou faux comme chaque soir à 7h avec Luc Brisson qui nous a rejoint. Bonsoir Luc. Bonsoir. Vu qu'on en parlait à l'instant, la Coupe du Monde de football commence donc ce soir. Et il y a un sujet qui agace beaucoup les supporters, c'est le prix des billets. Du Monde 2026, ça va être très très cher. Regardez les prix, c'est du n'importe quoi. Match d'ouverture, t'as pas une place en dessous de $500. Ça là, c'est une Coupe du Monde pour les riches, c'est pas une Coupe du Monde pour les pauvres. Coupe du Monde pour les riches, Luc, c'est vraiment plus cher que les anciennes éditions, les billets de cette Coupe du Monde. Alors oui, c'est plus cher et de loin. Regardez ce tableau comparatif. On va s'attarder sur la première ligne du tableau. C'est le prix des billets pour les matchs de poule. Regardez un match de poule pour cette Coupe du Monde 2026 en catégorie 3. Donc on n'est pas non plus très très bien placé. C'est 229 €. C'était 62 € au Qatar en 2022 et 89 € en Russie en 2018. Et puis si on regarde tout en bas du tableau, une place pour la finale pour cette Coupe du Monde, toujours en catégorie 3, c'est 3600 €. Là, ça explose, alors que c'était 600 € et 380 € lors des deux éditions précédentes. Donc oui, c'est vraiment beaucoup plus cher. Et alors, pourquoi c'est si cher ? Alors, une des explications, c'est le mode de tarification inédit pour cette Coupe du Monde. Ça s'appelle les prix dynamique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix des billets s'adapte à la demande. Donc, plus un match suscite l'intérêt, bien plus les prix sont susceptibles d'augmenter. Je vous donne un exemple que relevait le journal britannique Le Guardian. Début mai, il notait que le prix des places les mieux placées pour la finale avait triplé en quelques jours, presque 33 000 $ contre un peu moins de 11 000 $ quelques jours auparavant. Donc, suivant la demande, oui, le prix des places peut augmenter très rapidement avec ce système. Et alors, il y a aussi, Luc, une plateforme de revente des places où alors là, les prix sont encore plus élevés. Oui, parce qu'on peut revendre ces places pour le mondial et les revendeurs fixent le prix qu'ils veulent. Pour revendre leurs places, on a par exemple relevé un billet mis en vente quasiment 2 millions de $, voilà, pour la finale. Bon, encore faut-il qu'ils trouvent un acheteur, ce billet. Mais ce système, potentiellement, c'est un petit pactole pour la FIFA, puisque la FIFA prélève 15% du montant de chaque place revendue. Donc, on peut facilement imaginer les recettes supplémentaires. Alors, on a contacté la FIFA sur ce système de revente et sur ce système de tarification dynamique. Et la FIFA nous répond que ces modèles, finalement, reflètent les pratiques courantes du marché pour les grands événements sportifs, donc ils n'y voient pas de problème. Et c'est vrai que cette tarification dynamique, donc les prix qui s'adaptent à la demande, ça se fait beaucoup aux États-Unis dans le sport, en NBA par exemple, dans le basket. Et puis en France, on connaît ce système avec la SNCF par exemple, qui fait ça sur le prix de ses billets. Et puis aussi pour certains concerts, si par exemple vous avez essayé d'avoir des places pour les concerts de Céline Dion à l'automne prochain, vous avez pu vous heurter à ce système de tarification dynamique. Donc tout le monde se met à ce principe de la tarification dynamique. Et si actuellement vous êtes supporter et vous essayez d'avoir des places pour la Coupe du Monde qui commence là, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle. Non, c'est sûr. Merci beaucoup Luc Brisson. Rendez-vous samedi avec toute l'équipe. Samedi à midi et dimanche à 20h. Merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux. Je ne sais pas si vous êtes fan de foot. C'est plutôt rugby. Non, vous c'est plutôt rugby. Bon, a priori c'est moins cher, mais cette Coupe du Monde de foot, elle est hors de prix. On le voit notamment à cause de ce nouveau principe de la tarification dynamique. Ça vous choque ou est-ce que le président de la FIFA a raison de se dire c'est la réalité du marché ? Je vais faire mon quart d'heure gauchiste. Ouais, je trouve que c'est un peu les limites du foot business. Toute la difficulté, c'est que c'est à la fois un business. Et la FIFA, c'est une entreprise. Enfin, c'est pas une entreprise, en l'occurrence, ils ne distribuent pas de profit, mais cherchent à maximiser. Mais qui a un côté sport populaire qui appartient à tout le monde. Donc, on essaye de lutter entre les deux. Je trouve que là, ça va trop loin, demander à quelqu'un 4 000 €. Alors, de toute façon, il y a le billet d'avion pour aller là-bas. Et le logement, et le logement, etc. Donc, en réalité, finalement, le prix des places, c'est peut-être pas l'énorme sujet. Mais, vous savez, quand on tire trop sur la corde, même quand on est dans le business, quand on augmente trop ses prix, il y a un moment... le consommateur s'en va. Donc, je me demande si la FIFA n'est pas en train d'aller un peu trop loin. C'est devenu un symbole de la mondialisation pour vous, le foot et la Coupe du Monde ? Oui et non. Alors, oui, d'un côté, puisqu'il y a 48 équipes, donc le monde entier, et puis c'est le sport universel, sauf paradoxalement aux États-Unis où c'est moins populaire. Mais en même temps, comme vous le savez, c'est très concentré. C'est-à-dire que les champions du monde, c'est toujours à la fin une équipe européenne ou une équipe sud-américaine. Je ne suis pas spécialiste, mais ça, c'est quand même le minimum. Ouais, c'est à peu près ça, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le symbole.
d'une certaine manière, on est en démondialisation sur le plan économique. On en parlera peut-être. Finalement, au moins une bonne chose, c'est qu'on invite tout le monde. Ils ont invité l'Iran. Alors, il y a les histoires de visa, etc. Ça, vous savez, historiquement, en Grèce, c'était la trêve olympique. On arrêtait les combats entre Sparte, machin, etc. Il y a un petit peu de ça quand même qui reste, donc c'est important de garder ça. C'était peut-être pas la peine de mettre des places à 4000, quoi. Ou à 3000, je sais pas combien, 3006. Et est-ce que vous pensez, par rapport à cette Coupe du Monde, et par rapport notamment à l'équipe de France, dans un moment où on sent que les Français, il y a une certaine crispation, est-ce que ça peut faire du bien si l'équipe de France va loin, gagne, et pour l'économie, est-ce que on verra un effet économique si l'équipe de France, allons-y, gagne cette 3e étoile? Ouais, évidemment, c'est pareil que les JO, c'est-à-dire l'économie, c'est d'abord la confiance. Vous savez, je dis souvent, moi, mon politique, ne faites rien, ne changez pas les règles, et déjà vous créez un peu de confiance et de stabilité. C'est vrai pour les patrons, c'est vrai aussi pour les consommateurs. On achète une voiture, on achète un appartement, etc. Quand on se dit, bon, les règles vont pas trop changer, l'avenir est à peu près assuré. Et je vais faire un anglicisme, mais le feel-good factor de la Coupe du Monde, ben oui, ça crée de l'optimisme, ça crée l'envie d'un départ. Mais il ne faut pas surestimer. C'est-à-dire que c'est un moment un peu qui dure quelques mois, et puis après, on retombe dans la réalité. Et la réalité, elle n'est pas très encourageante, Geoffroy Roux de Bézieux. Alors là, à l'instant, Donald Trump nous indique que finalement, il annule les frappes très fortes qu'il avait annoncées pour ce soir sur l'Iran. Encore les dépêches de Donald Trump. Voilà, il évoque la possibilité d'une signature. Bon, on va prendre évidemment tout ça avec beaucoup de prudence. La réalité, c'est que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. C'est qu'on est rentré dans une période d'inflation qui ne va pas s'arrêter comme ça. On a vu que la BCE avait augmenté ses taux de 0,25 points. Là, il y a une inquiétude durable qui est en train de s'installer sur l'économie européenne et sur la France. Mondiale, oui, bien sûr. C'est exactement ce mot-là. C'est-à-dire, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, elle crée finalement des réflexes on met le pied sur le frein. Alors, pour un patron, c'est le pied sur le frein sur les investissements, sur les embauches. On ralentit. Alors, l'économie, elle n'est pas complètement... finalement, on peut regarder les choses comme le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, avec un pétrole à $95, une guerre en Ukraine et une guerre dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas la catastrophe qu'on aurait pu craindre. Mais ce qu'il y a, c'est que ça s'installe durablement et que moi, je crains pour l'année 2027, avec en plus les particularités françaises qui sont... des problèmes de compétitivité qui ne sont pas nouveaux, des problèmes de dette et une élection qui va encore plus paralyser les choses. Comment vous expliquez que ce n'est pas la catastrophe qu'on aurait pu craindre ? Vous savez, la France, je vais vous faire un peu de provocation, mais la France, elle dépense beaucoup d'argent public. Il y a beaucoup de filets d'amortisseurs. Donc c'est grâce au gouvernement français ? Non, c'est grâce aux 6% de déficit. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est une économie qui ne fait jamais énormément de croissance, mais... quand il y a une crise, vous avez des allocations, des subventions qui amortissent les choses. Le gouvernement a tout fait vraiment pour faire le service minimum. Il nous a beaucoup répété qu'il n'y avait pas d'argent. Et donc, il n'y a pas eu des aides comme on a pu voir dans d'autres pays européens. Bien sûr, mais la France dépense une partie très significative de son PIB. On est champion du monde, je crois, avec le Danemark. Vers les consommateurs, avec diverses subventions, je ne vais pas les détailler, mais vous les connaissez, y compris d'ailleurs parfois vers les entreprises, avec divers crédits d'impôt. Donc, ça amortit les passes difficiles. Mais le problème, c'est que quand il y a une reprise, on en bénéficie moins que les autres parce qu'on a ces dépenses publiques. Donc il faut moins aider les entreprises ? Il faut moins dépenser d'argent. Moi, j'ai toujours dit que si on était prêt à baisser les impôts pour baisser les subventions, pourquoi pas ? Oui, les crédits d'impôt, c'est pas une bonne solution. Les crédits d'impôt, c'est un pansement parce qu'on en dépense trop et qu'on a trop de charges. Donc oui, si on met les compteurs à zéro, moi, je suis partant. Je l'ai dit des dizaines de fois. Simplement... quand on entend certaines menaces, c'est on va vous couper les crédits d'emprise et on va augmenter les impôts. Donc là, c'est la double peine. Alors, vous êtes l'auteur d'une étude de l'Institut Montaigne selon laquelle la sécurité nationale ne se limite plus aux armées, aux services de renseignement ou à la dissuasion nucléaire, mais à d'autres facteurs, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les métaux rares, l'énergie. C'est un changement d'époque ? Oui, alors... l'étude est sortie il y a quelques jours, mais je crois que c'est un changement d'époque qui est là depuis une petite dizaine d'années.
Je cite en entrée Donald Trump, une fois n'est pas coutume, Encore qui dit en anglais, je suis désolé, National Securities, Economic Securities, National Security. La sécurité économique, c'est la sécurité nationale. Quand vous n'avez pas d'approvisionnement de terres rares, quand les semi-conducteurs sont faits à Taïwan et qu'on est dépendant d'un seul fabricant, oui, c'est un sujet. Et finalement, on l'a compris au moment du Covid, pour d'autres raisons, pour les masses, pour un certain nombre de choses. On n'en a pas tiré toutes les conséquences. Et donc, dans un monde qui est en train de devenir une guerre économique entre empires, moi, je plaide pour que la France et l'Europe redécouvrent une certaine autonomie stratégique. Pas surtout. On n'a pas besoin de fabriquer, je sais pas quoi, on met des t-shirts en Europe. On n'en fabrique peut-être plus d'ailleurs. Mais il y a des choses essentielles sur lesquelles on doit être capable de réindustrialiser, de refabriquer. Parce que pendant des décennies, le patronat français a défendu l'ouverture, la mondialisation. Aujourd'hui, on change totalement de paradigme. Alors, je ne dirais pas les choses comme ça. Oui, on a été parfois un peu naïf, collectivement, patronat et politique, en pensant que en ouvrant les frontières, on ferait monter l'eau du bain pour tout le monde. Simplement, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que tout le monde ne jouait pas avec les mêmes règles, et notamment la Chine. J'ai une phrase que je cite dans le rapport qui dit le juste échange, le libre-échange, c'est le juste échange. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une symétrie de concurrence et qu'on joue avec les mêmes règles. Or, on le découvre depuis, en réalité, une dizaine d'années, la Chine a une autre forme de capitalisme, où ils subventionnent les entreprises, où ils acceptent pendant des années de perdre de l'argent pour gagner des parts de marché. Ils ont un marché d'une taille incroyable et c'est comme ça qu'ils ont dominé un certain nombre d'industries. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut plus rester ouvert au monde comme on l'a été pendant 30 ans. Alors, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'adapte dans un monde totalement dérégulé où la Chine subventionne son économie, où Donald Trump rajoute des droits de douane le matin parce qu'il se lève de mauvaise humeur ? Comment on fait, nous, l'Europe, dans tout ça ? Alors, je pense qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire et comment on le fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, à court terme, remettre des droits de douane. Alors, ça va peut-être vous surprendre de la part de l'ancien président MF, mais je le dis, je ne suis pas le seul. Clément Beaune, le commissaire au plan, le dit. Nicolas Dufourcq, patron de la PPI, en urgence, parce qu'il y a des secteurs sur lesquels on est en train de perdre notre industrie, l'automobile, la chimie. Donc, il y a un côté pansement, blessure de guerre, si vous voulez, en urgence. Puis après, il faut travailler sur la compétitivité pour redevenir compétitif. C'est le rapport de Mario Draghi. Et ça, par contre, ça prend plusieurs années. Donc, il y a une mesure court terme, une mesure moyen terme. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas consensus là-dessus. Pourquoi ? Parce que les petits pays, qui n'ont pas forcément des visées industrielles quand vous êtes, alors je ne vais pas citer de pays, mais quand vous n'êtes pas de constructeur automobile, votre souhait, c'est d'avoir les voitures les moins chères possibles. Donc, que vous ouvrez vos portes aux constructeurs chinois, quels que soient les risques technologiques, quels que soient les risques d'ingérence, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans ces voitures, il y a des caméras, que les caméras, elles enregistrent des tas de trucs, que tout ça, ça repart en Chine. Vous voyez ? Et donc, moi, je pense qu'il faut une coalition de volontaires, des grands pays industriels européens qui se mettent d'accord sur des règles d'urgence. Donc à l'intérieur de l'espace Schengen. Oui, on ne peut pas y arriver à 27. Enfin, on voit bien, regarde l'histoire des petits colis, c'est moins stratégique, mais nos commerces de centre-ville se font piller et ferment les uns après les autres à cause de ces grands plateformes type Chine. On a mis pratiquement 1 an pour instaurer une taxe de quelques euros qui n'a aucun effet. Parce qu'elle est contournée. Les Américains, ils ont mis, je ne sais plus combien c'est, $150, je crois, c'est Trump, un décret présidentiel, c'était terminé. Et d'ailleurs, tous les colis repartent en Europe. C'est étonnant quand même, Geoffroy Roux de Bézieux, parce que ce soir, vous venez nous dire qu'il faut rétablir des droits de douane et le fait qu'on paye, d'une certaine manière, les conséquences d'un libre-échangisme débridé que vous avez prôné, alors pas personnellement, mais le patronat, le MEDEF. Non, mais de manière générale. Je suis élu président du MEDEF, je dis... le premier discours, Julien Josas, c'est la fin de la mondialisation heureuse, il faut changer de logiciel. Alors, j'ai peut-être mis un peu de temps à être écouté, ça, je vous l'accorde. Mais en réalité, oui, moi, je le dis, on a fait preuve de naïveté. En même temps, cette mondialisation, elle a créé énormément de richesses dans le monde. Et le problème, c'est qu'elle l'a créée plutôt à l'extérieur de l'Europe qu'à l'intérieur de l'Europe. Demandez, je sais pas moi, aux Thaïlandais, aux Turcs, etc., qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce qu'eux se sont enrichis formidablement. Pour vous, l'Union européenne n'est plus le cadre adéquat à l'heure aujourd'hui ? En tout cas, politiquement, je ne dis pas qu'il faut démanteler l'Union européenne, ce n'est pas le sujet, mais politiquement, pour avancer dans une urgence
qui est celle qu'on vit actuellement, c'est-à-dire la destruction de l'industrie européenne, il faut trouver des alliés. Et comme on a fait une coalition des volontaires sur le nucléaire, par exemple, il faut faire une coalition des volontaires et imposer des mesures d'urgence conservatoires sur un certain nombre de secteurs. Enfin, ce qui se passe dans l'industrie automobile est terrible. On a été nos propres fossoyeurs avec le Green Deal qui a mis une accélération sur l'électrique alors que nos industriels n'étaient pas prêts. Donc, alors on comprend pourquoi, mais la réalité, c'est que vous avez regardé, il n'y a plus un chauffeur Uber qui roule pas en voiture chinoise. Et c'est le signe précurseur de ce qui va se passer. Donc là, il y a urgence si on veut sauver l'industrie automobile européenne. Il faut faire ça avec l'Allemagne et l'Italie, parce que c'est là où sont les constructeurs. Est-ce qu'ils en ont envie ? Pardon ? Est-ce qu'ils en ont envie ? Écoutez, ça change. Pendant très longtemps, la France, qui avait une espèce de tradition gaullienne, quand on parlait de souveraineté, les gens nous regardaient, y compris d'ailleurs au patronat, comme des martiens, quoi, un peu. Moi, je reviens juste en 2018, je crée une commission souveraineté, sécurité économique au MEDEF. Et c'est vrai que je voyais bien que j'étais pas dans la ligne du parti, si j'ose dire. Et petit à petit, ça fait son chemin. Les Allemands, n'oubliez jamais que les Allemands, ils ont quand même changé depuis un fait, c'est l'espionnage de Madame Merkel par les Américains. Alors ça remonte à il y a 10 ans, mais là, ils ont commencé à se dire, quand même, on n'a pas que des amis. Petit à petit, ça fait son chemin. Et là, je pense que c'est mûr. Alors, la ligne du parti, justement, venons-y. On a appris ce soir que le président argentin, Javier Milei, avait décliné l'invitation du MEDEF, qui souhaitait faire de lui l'invité d'honneur de ses universités d'été à la fin du mois d'août à Paris. Vous l'auriez invité, vous ? Oh oui, moi j'ai invité tout le monde, donc non, vous inquiétez pas. Mais invité d'honneur, ce représentant de l'ultralibéralisme débridé ? Ouais, mais attention à la caricature qu'on en fait. L'Argentine, c'est un pays en faillite depuis 40 ans. Parce que dépenses publiques, fraude fiscale, machin, etc. L'Argentine va mieux. Je ne dis pas que ces solutions soient applicables en France, mais c'est quand même un cas intéressant. L'Argentine, 7e puissance industrielle avant la guerre, le 39-45. Aujourd'hui, avant Milei, c'était un pays dont le pouvoir d'achat était tombé dans les, 50, 60e mondial. Donc, il faut des mesures de choc. Alors, il est peut-être brutal, l'histoire de la tronçonneuse, c'est pas ce qu'il faut en France. Mais moi, j'ai invité tout le monde. J'ai invité des présidents africains. Je me souviens plus qu'on avait. On a invité des tas de chefs d'État. C'est le but de l'AREF, la fameuse université d'été qui s'appelle l'AREF maintenant. C'est de dialoguer avec des gens, qui. Alors, on n'est pas de dictateur évidemment, mais a priori, il a été élu, ce monsieur. Quand vous étiez président du MEDEF, les relations avec le Front National, devenu Rassemblement National, étaient plus distantes. Aujourd'hui, vous observez un changement de ligne ? Non, je ne pense pas que ça soit un changement de ligne. Nous, on a fait venir Marine Le Pen à la présidentielle de 2022. J'étais encore président pour présenter son programme. On ne peut pas ignorer un parti pour lequel vote un Français, alors je ne sais pas exactement les chiffres, mais en gros un Français sur 3, et certainement un salarié sur 3. Encore une fois, je n'ai pas les chiffres. Mais recevoir ne veut pas dire cautionner et être d'accord avec le programme. Surtout que quand on regarde le programme économique, on ne sait plus très bien, j'allais dire, quel est le programme économique. Ou en tout cas, ça dépend à qui on parle, si j'ai bien compris. Donc non, il n'y a pas de changement de ligne. Il y a aussi, une montée en puissance du Rassemblement national depuis 10 ans qu'on est obligé de prendre en compte, quoi. Comme une hypothèse crédible d'exercice du pouvoir. Oui, vous regardez les sondages aujourd'hui. Il faut être, je sais pas, faut être une autruche pour se dire non, il n'y a pas de chance que le Rassemblement national, soit au pouvoir en 2027. Je crois que là, c'est une évidence. Donc, évidemment, ça fait partie des hypothèses de travail. Donc, qu'est-ce que vous leur dites aux responsables moi, je du Rassemblement national suis plus en charge du MEDEF, donc je les rencontre pas. Mais qu'est-ce que vous leur diriez ? Non, mais si j'étais, je leur dirais, c'est quoi votre programme économique ? Entre eux, si vous voulez une vision assez étatisante des choses, assez directive, un peu old school. Celle de Marine Le Pen ? Qui est plutôt celle de Marine Le Pen, ce que je comprends, et une vision un peu plus moderne, celle de Bardella, plus pro-business. Voilà, quelle est la ligne ? Mais il y a une question peut-être plus fondamentale, et finalement on n'arrive pas à en débattre, c'est que on peut toujours discuter des heures et des heures sur il faut un peu plus d'impôts, un peu moins d'impôts, un peu plus d'aide, augmenter le SMIC un peu. La réalité, c'est qu'on a tous un ennemi commun, et qu'on est en guerre économique avec deux empires qui nous vassalisent, numériquement, si vous voulez, avec les États-Unis, et industriellement avec la Chine. Et la vraie question que je poserai à Jordan Bardella ou à Marine Le Pen, ou à quel que soit le candidat, c'est comment vous allez positionner la France et l'Europe dans cette guerre économique. Pour moi, c'est le vrai débat qu'on n'arrive pas vraiment à avoir, parce qu'on
on retombe dans la guéguerre franco-français de je taxe les riches, je taxe pas les riches, etc., qui n'est pas le bon débat. Et ça, vous ne l'observez pas justement dans toutes les prises de position qu'ils peuvent avoir? Mais je ne l'observe pas au Rassemblement national, je ne l'observe pas tellement chez les autres non plus, objectivement. Vous voyez, à un moment, enfin, on a eu ce débat un peu surréaliste sur les boulangeries le 1er mai. Au moment, enfin, ça a occupé, je suis sûr que vous avez reçu des gens qui disaient pour, qui étaient pour. Mais je ne sais pas comment vous dire ça, c'est tellement un micro-sujet à l'échelle de ce qui se passe dans le monde que, alors je sais que c'est difficile d'intéresser les Français aux événements mondiaux, mais quand même, le destin de notre pays, il ne dépend pas de savoir si on ouvre les boulangeries le dimanche 1er mai. Enfin, pas le dimanche, pardon, le 1er mai. Ou le dimanche, d'ailleurs, mais enfin, le dimanche, je crois que c'est possible. Le destin, il dépend de comment l'Europe réussit à résister économiquement à cette vassalisation. Bon, voilà. Donc moi, mon combat, si vous voulez, c'est d'essayer de porter ça sur la place publique. Vous avez évoqué le profil pro-business, comme on dit, de Jordan Bardella. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pourrait conduire la France et qui pourrait incarner les demandes du patronat. Madame, je ne l'ai pas rencontré, je ne peux pas vous dire ça, je ne sais pas vous l'écoutez répondre. Non, oui, je l'écoutez pas l'écoute, mais c'est un peu difficile. Oui, quelqu'un qui n'a jamais été en fonction, qui est jeune, voilà, mais en même temps, je ne vais pas faire un procès en jeunisme parce que. Mais ça peut être un problème quand on arrive comme ça, président de la République. Qu'est-ce que je voulais que je vous réponde Oui, bien sûr, on préfère quelqu'un qui a de l'expérience, mais après, c'est pas le choix du casting idéal. On prend Emmanuel Macron n'avait pas d'expérience politique. C'est ce que j'allais vous dire. Bon, alors, il y a eu des hauts et des bas, hein, donc, donc je ne sais pas quel exemple donner. Mais à la fin des fins, encore une fois, c'est la politique qui sera conduite et surtout un peu comment dire, la vision. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a peu de candidats qui, en tout cas sur le plan économique, parce que je me place dans ce couloir de nage, qui cette vision de comment on fait pour que la France et l'Europe survivent dans cette guerre économique. C'est vraiment le sujet pour moi qu'on devrait traiter. Quand vous dites peu de candidats, il y en a. Quand vous avez Édouard Philippe, Gabriel Oui, Attal, alors j'ai entendu plusieurs fois Édouard Retailleau. Philippe prendre un peu hauteur de vue, mais je ne sais pas s'il est là-dessus. Donc voilà, donc, je ne vais pas vous déclarer ma flamme pour Paul Pierre Rouget ou enfin pour Édouard, Gabriel ou je ne sais pas qui, mais encore une fois, je pense qu'il y a une manière de faire en politique qui est de dire on va s'occuper de ce qui préoccupe les Français, donc on va parler du 1er mai, du prix du gazole, etc. Mais il y a aussi une manière, alors c'est un peu le vieux gaulliste qui vous dit ça, de s'adresser à l'intelligence des gens et de leur dire le monde est en train d'être bouleversé depuis 5 ans, ça n'est plus le même monde. Sur le plan économique, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est ça que je ne retrouve pas dans la campagne, en tout cas. Mais vous avez un rôle, les journalistes, d'ailleurs, en mettant ces sujets-là. Pardon de vous le dire. Est-ce que le MEDEF d'aujourd'hui doit prendre position dans cette campagne présidentielle, à votre avis ? Vous voulez dire pour un candidat ? Non, on ne l'a jamais pris. Ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait moi en 2022, c'est de dire attention, le programme de 2022 du Rassemblement national est un programme dangereux pour l'économie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que prendre position. C'est avoir une analyse factuelle. Un petit peu quand même. Oui, mais en restant dans un créneau qui est l'analyse du programme sur le plan économique. Voilà. Donc la question se reposera de la même manière pour le MEDEF en 2027, en fonction de ce qui sortira des programmes. Mais pour le moment, comme on l'a évoqué, le programme de la Rassemblement national, c'est un peu mystère et boule de gomme. Et le programme de la France insoumise ? Alors celui-là, il est dangereux, mais il était déjà dangereux en 2022. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Ils veulent nationaliser, j'ai vu... ArcelorMittal, en plus avec des chiffres hyper bizarres, parce que je ne vois pas très bien comment ça flotte. Ça vaut 50 milliards, ArcelorMittal. Bon, les députés ont revoté aujourd'hui en faveur de mais cette proposition LFI. Un peu, je ne sais pas comment dire, symbolique. Non, le programme de LFI, c'est tous pauvres dans l'égalité, quoi. C'est la ruine du pays, c'est le Venezuela. Hein. Venezuela, pays le plus riche d'Amérique du Sud à cause du pétrole il y a 30 ans, qui a été ruiné en 30 ans. Je ne parle même pas de l'aspect plus bas sans le soleil, comme dirait Emmanuel Macron. Voilà. Dernière question. Le soleil, ouais. Dernière question à Geoffroy Roux de Bézieux. Beaucoup de Français de tous âges se posent des questions sur l'arrivée et la révolution de l'intelligence artificielle, qu'ils soient jeunes, en train de décider de prendre telle ou telle étude, tel ou tel cursus, ou travailleurs en train de se demander si leur métier va disparaître. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Bon, d'abord, c'est très difficile comme question. Vous voyez, je ne suis pas, un gourou de l'intelligence artificielle. Il va y avoir une révolution des métiers. C'est un peu l'équivalent pour les cols blancs de ce qui s'est passé pour les cols bleus avec la révolution industrielle.
Donc oui, il y aura des transformations de métiers très, 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 très fortes. Et il faut s'y préparer. Mais moi, je suis un techno-optimiste sur la technologie. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu des révolutions industrielles, technologiques, et on crée des emplois, mais on détruit des emplois, mais on en crée ailleurs. Il y a un autre sujet qui me paraît beaucoup plus grave, c'est, j'allais dire, ce que j'appellerais les questions éthiques. Je ne sais pas si vous avez lu l'encyclique du pape sur l'intelligence artificielle. Il pose les bonnes questions. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut façonner la société, façonner les esprits, pardon de le dire, de manière beaucoup plus puissante qu'un média. Merci. Et c'est ça qui est beaucoup. plus Merci inquiétant. beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux. Merci Cyril. À très vite sur France Info. Excellente soirée. Les informés tout de suite.